restés dans la dynamique sociale passée qui pourrait nourrir aujourd'hui les dynamiques sociales à venir. C'est-à-dire, et finalement, bon, là, moi, je peux vous donner mon point de vue, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir le vôtre. C'est-à-dire que sans doute que pour faire face à certains défis, on voit bien aujourd'hui, et je penserais plutôt peut-être du côté de l'analyse que fait Nicolas, c'est qu'on voit bien que l'État, dans sa capacité à orchestrer une sorte de débat social, exclut un certain nombre de problématiques qui n'émergent que difficilement à travers la démocratie représentative. Et élection après élection, on voit bien qu'au pouvoir accède une certaine classe et des politiques publiques qui ne sont pas vraiment en mesure de faire vraiment face à tous les enjeux sociaux et environnementaux. Et peut-être que la vraie critique qui émerge, c'est un peu celle-là. Et on voit aujourd'hui, donc on vient de passer une crise sur le Covid qui est assez violente. Certes, l'État a été là et présent en partie, mais on voit bien un certain nombre de problématiques sociales ont fortement émergé et ne sont pas corrigées à l'heure actuelle. Et le modèle même de démocratie représentative européen est aujourd'hui mis en débat et en discussion à juste titre avec d'autres modèles. Donc en fait, aujourd'hui, la question de la représentation des corps sociaux et des différents lieux de pouvoir se pose plus que jamais. Et je trouve que vos deux ouvrages auraient permis de parler de ça et que finalement, en prenant un sentier un peu caricatural, en fait, vous éludez un petit peu la réflexion sur la transformation sociale d'aujourd'hui, celle qu'il faudrait voir venir. Voilà, c'est un peu la question que je voudrais vous poser. Oui. Merci pour les présentations, c'était très intéressant, très stimulant. Je lève la voix. En fait, j'avais une question pour Nicolas, puis une remarque pour Christophe Froment. La première, Nicolas, c'est quand je t'ai entendu dire qu'on peut produire de la loi sans État, je me suis dit concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que produire des lois sans État? Je demande vraiment des précisions, d'être dans le concret, que ça me paraissait un peu abstrait comme position. La deuxième chose, c'était sur la présentation que vous faisiez sur le PIB vu à travers le revenu et la part en fait des revenus de ménage qui viendraient des revenus de transfert. Et j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai entendu que c'était le signe d'un État social qui marche. Je me suis dit, alors ça veut dire qu'en France, maintenant, on doit se féliciter que 50% des revenus des 10% les plus pauvres en France, ce soit le signe de la réussite de l'État social. Pour moi, c'est le signe de la faillite de l'État social. Pour moi, c'est la faillite de l'État d'être aujourd'hui en France dans une société où des personnes ne tirent pas le revenu de leur travail, mais tirent revenu de... Alors, je ne suis pas en train de relancer la polémique de Fabien Roussel, mais vraiment, moi, c'est un discours avec lequel j'ai de plus en plus de mal. Et je vois ça, parce que j'enseigne un peu l'économie des inégalités, et quand je vois ça, moi, je me dis que c'est le signe de la faillite de l'État, et je serais presque à rejoindre Merdat quand il dit que c'est vraiment l'État social qui devient néolibéral, et on est en train de nous imposer un discours qui consistera à dire qu'il faut se féliciter de ça. Et je pense qu'au contraire, il faut déplorer ça, et essayer dans la mesure du possible de lutter contre ce résultat qui est vraiment catastrophique, en mon sens. Je fais court. Très bien. Donc, Laurent. Bon, en fait, je ne vais pas poser ma question parce que je n'aurai pas le temps d'entendre la réponse. Mais je voudrais quand même faire une remarque où je peux poser la question et puis vous me raconterez la réponse. Mais une remarque sur la genèse de l'État social. Je pense, Nicolas, qu'il ne faut pas négliger sur la période longue l'évolution de la situation politique de la classe ouvrière en Europe et aux États-Unis à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres en gros. Je vais dire, le prolétariat de 1870, politiquement, n'est pas le même qu'en 1914 et encore moins qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il y a effectivement la montée des partis ouvriers sociodémocrates, et d'ailleurs les partis révolutionnaires en ont fait les frais, en Allemagne, en France, etc. Mais donc il y a quand même une montée de la représentation ouvrière dans les parlements et qui fait que au lendemain de la Première Guerre mondiale, parce que ce n'est pas les guerres qui rendent le pouvoir au prolétariat, mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, on ne peut pas composer sans les revendications ouvrières dans la votation des lois et les nouvelles trajectoires de politique économique qui se mettent en place à partir de 1918-1920. Ça, c'est la première remarque à laquelle je joindrais là plutôt comment dirais-je, une analyse économique.
une contrainte économique qui se pose à partir de cette époque-là, c'est l'importance qui là aussi est inédite par rapport à la période avant la Première Guerre mondiale, l'importance du salaire dans la reproduction sociale, c'est-à-dire l'importance des revenus du travail dans l'ensemble de la reproduction du capital en Europe et aux États-Unis. Si bien que, au lendemain de la Première Guerre mondiale, que dit la bourgeoisie? Elle dit, en fait, on ne peut plus fonctionner à partir des contraintes extérieures qui étaient celles du système de l'étalon or, où il y avait une régulation à partir du solde des importations et des exportations, des changes entre les monnaies, etc. C'est terminé tout ça. C'est-à-dire que les banquiers centraux, les exécutifs des gouvernements, enfin les gouvernements plutôt, prennent la mesure de la reproduction de la force de travail dans la reproduction du capital et donc la mesure de la nécessité d'un État social à partir de cette époque-là. Et je rappellerai, mais ça tu le sais, parce que tu t'es focalisé sur la France, mais enfin les États-Unis n'ont pas attendu la guerre pour mettre en place le New Deal, même si la guerre a été un vecteur pour un certain nombre de questions qui n'étaient pas résolues, de problèmes qui n'étaient pas résolus, mais les États-Unis comme l'Europe voient l'importance à la fois politique et économique de la classe ouvrière dans la reproduction du capital, si bien que, pour rejoindre la discussion sur l'intérêt, c'est la notion même d'intérêt général qui change. C'est le contenu même de l'intérêt général qui change à partir de l'entre-deux. Et ma question, oui, alors c'était qu'est-ce que... Non, mais parce que je crois que ça rejoint quand même les autres questions, et celle de Manon en particulier. C'est au fond, parce que c'était la question de Lénine, tu as dit oui, Lénine, il y a le marxisme, l'État c'est une tache noire dans le marxisme. Bon, il y a quand même l'État et la révolution de Lénine qui a été l'ouvrage, disons, qui a donné les coordonnées à la réflexion politique sur l'État dans le marxisme. Mais Lénine, il pose la question, dans les cahiers bleus et les cahiers préparatoires au manuscrit, il se dit, bon, lorsque le prolétariat va s'emparer, grâce à son avant-garde, de l'appareil d'État bourgeois, il faudra garder un certain nombre de prérogatives étatiques qui relevaient de l'État bourgeois. Et non seulement il faudra le faire, mais il a des doutes sur la possibilité d'abolir complètement l'État à l'avènement de la société des producteurs associés. Mais une chose était sûre pour lui, c'est que l'État est un vecteur de transformation sociale. Et la question que je voudrais te poser, c'est une question léninienne, léniniste, c'est quelle est la fonction transformatrice que tu accordes à l'État sur le long terme, disons. Et là, je suis obligé de vous laisser. On va vous laisser terminer cette session un après l'autre, dans l'ordre que vous voulez, en n'essayant pas trop de vous lancer la balle. Voilà. Pour répondre sur les alternatives à Milo, sur les alternatives, enfin sur lequel, moi je pense que le principal blocage qu'on a aujourd'hui, parce que je répète, hein, l'État n'est pas toujours progressiste, les gouvernements pour moi ne sont pas toujours progressistes, etc. Et donc je pense que la raison pour laquelle aujourd'hui, y compris, il y a une crise de la démocratie fondamentalement, c'est parce qu'il y a le sentiment légitime qu'il y a une sphère entière d'activité, l'économie, qui échappe, enfin qui est gérée aujourd'hui, y compris par les gouvernements, au service d'intérêts ultra minoritaires. C'est ça. Parce que la crise de la démocratie, fondamentalement, c'est le sentiment, l'abstention, stataire, enfin tout ce qu'on veut, c'est le sentiment légitime que les gouvernements, Macron et les précédents, etc., mènent une politique au service, une politique économique en particulier, au service d'une infime minorité, le capital financier, on appelle ça comme on veut, peu importe. Et donc, de mon point de vue, le principal blocage, il est là, et donc le principal objectif pour remettre en cause le pouvoir du néolibéralisme, c'est d'offrir une alternative politique. Voilà. Et ce qui suppose, de mon point de vue, de ne surtout pas se cantonner à un discours contestataire, puriste, à vocation ultra-minoritaire. D'accord ? Parce que, de ce point de vue-là, ça suppose, y compris d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue théorique, chacun son job, si je puis dire,
mais je suppose que, y compris du point de vue de la recherche, de mon point de vue, moi j'aspire plutôt à alimenter des projets majoritaires et pas des projets à vocation ultra-minoritaire. D'accord ? Pour parler crûment, je pense que Bernard Friot, désolé, mais à partir du moment où on fait une impasse sur l'État, on est obligé de trouver autre chose. Donc il a hypertrophié la cotisation. Tout l'avenir, c'est la cotisation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bon, avec des discours qui deviennent complètement ésotériques. Quand il dit les retraités travaillent, je dis, bon, très bien, ça peut convaincre 5% de fidèles qui deviennent des fidèles, mais ça ne construit pas un projet majoritaire. D'accord, ça c'est. Pour répondre, je suis tout à fait sensible à l'intervention Samira, c'est ça, c'est que quand je dis la moitié du revenu de ménage est socialisé, il y a effectivement une part de cette socialisation qui renvoie à la réparation des dégâts du néolibéralisme. Mais attention, c'est qu'une petite part quand même. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. L'essentiel dans le revenu net, quand je dis dans la part socialisée, je mets les prestations sociales en espèces, c'est plus de 500 milliards, hein, 330 milliards, c'est les retraites. Donc ce n'est pas des revenus, c'est des revenus que j'aspire à y compris augmenter dans l'avenir, parce qu'il y aura plus de retraités. Donc c'est les retraites, les allocations familiales, et donc il y a une petite part, effectivement, une part qui existe malgré tout, que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, et avec Fabien Roussel sur le fait que j'aspire à les réduire, de mon point de vue, d'accord, c'est que je pense qu'il faut effectivement, moi je préfère une société de plein emploi, où les gens vivent dignement de leur travail, d'abord ils aspirent à ça, et donc on réduit les allocations chômage et les minima sociaux, etc. Bien sûr, mais ça représente quand même une petite part. Hein. Voilà, c'est ça, quand même, il ne faut pas exagérer, c'est que ça représente, le RSA c'est 13 milliards, hein, les allocations chômage on doit être à 35 milliards, donc voilà, donc on n'est que sur 10-15% des prestations sociales en espèces, puis à côté, en plus, il y a tous les transferts sociaux en nature, là c'est l'éducation et l'hôpital public, donc voilà, donc il est parti, mais moi, quand je dis l'État, c'est pas un monstre froid, hein, l'État c'est des institutions concrètes, après il faut rentrer dans les trucs, c'est pas, voilà, c'est des institutions, c'est des gouvernements, etc., avec voilà, plein de conflits, de jeux d'intérêts, y compris d'intérêts propres, de ce point de vue-là, les théories du public choice qui ne sont pas ma tasse de thé, que les choses soient claires, d'accord, mais malgré tout, bien entendu, que les dirigeants de l'État, ils aspirent malgré tout aussi à reproduire leur pouvoir. Parce que tu l'as, Nicolas, que tu dis, l'État, c'est pas, tu dis, il y a le capital et il y a l'État, mais l'État, c'est qui? C'est vrai que je me dis qu'à un moment donné, ce qui reste c'est l'idée que ceux qui ont le pouvoir sur l'État, la noblesse d'État, comme disait Bourdieu, c'est ça en fait. Mais, donc je pense qu'il y a une part de vrai là-dessus, hein, bien sûr qu'il y a ceux qui ont le pouvoir sur l'État aspirent à garder voilà, le pouvoir sur l'État et qui, de mon point de vue, et là on se rejoindra, n'est pas réductible au pouvoir du capital. Ce qui dit d'un homme politique, c'est pas d'abord le férique, d'accord? Même si quelques-uns s'en mettent plein les poches, mais il y en a très peu. Ce qui dit d'un homme politique, c'est le pouvoir sur les hommes. C'est le pouvoir, c'est pas l'argent, d'accord? L'argent n'est qu'un moyen à la rigueur. C'est le pouvoir sur les hommes, d'accord? Et donc, comment dire, voilà, donc il y a des logiques propres internes à l'État, bien sûr, il y a des logiques de bureaucratie interne à l'État, mais je pense qu'on ne peut pas réduire, voilà, c'est ça que voilà, je pense qu'on ne peut pas réduire l'État à ça. L'État, c'est aussi la production de normes à travers les lois, à travers la représentation nationale, etc. Et tout ça, c'est un enjeu politique extrêmement important. Et donc, dedans, il y a notamment le fameux État social, qui n'est bien entendu qu'une part de l'État. Mais bon, voilà, j'arrête là. Je ne pense pas qu'il y avait une question, mais je voudrais commencer par remercier Pablo Luna qui a fait une remarque importante sur le rôle de l'Église, la Révolution. Et du coup, ça me permet de dire quelque chose que je n'ai pas dit que j'aurais pu dire. Et ça va être quelque chose de positif sur l'État, accrochez-vous. En fait, en réalité, ce qui se passe à la Révolution, c'est l'une des étapes importantes d'un processus très long, c'est la séparation entre l'État et le roi, et c'est vachement bien. Et puis entre le roi et sa tête aussi, mais ça c'est bon. Il y a des divergences, c'est pour savoir si c'est bien ou pas. Et donc cette séparation entre le roi et l'État, c'est quelque chose de très positif. Enfin, je pense que dans l'histoire, quand on adopte une perspective historique, c'est extrêmement positif. Ça sépare le pouvoir du droit divin, la monarchie absolue, et ça le désincarne dans un État qui est un progrès. Pour moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un progrès. Comme le capital comme rapport social de production est, de mon point de vue,
un progrès par rapport au servage. J'ai aucun problème avec ça. Mais devons-nous nous arrêter là? C'est la question qu'on doit se poser. À la fois à propos du capital comme rapport économique, et à la fois comme l'État, par rapport à l'État comme organisation, modalité, forme du politique. De ces deux points de vue, je pense qu'on peut aller plus loin. Et c'est pas du tout, comment dire, pour faire gagner une idée. C'est parce que je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour plein de gens. Parce que l'État et le capital, ça reste des rapports de domination qui sont problématiques et que, je pense, on peut dépasser. C'est pour ça que l'ouvrage est contre l'État et contre le capital. Sauf erreur de ma part, je ne dis jamais que c'est communiste ou socialiste. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, mais ça veut dire que je ne souhaite pas rentrer là-dedans. Moi, j'analyse deux rapports, État et capital. Peut-être que je le fais mal, désolé, mais c'est ce que j'essaye de faire. Et donc oui, de ce point de là, oui, évidemment que d'un point de vue historique, c'était très bien de rappeler, j'aurais pu le faire, parce qu'une partie de l'ouvrage est consacrée à ça, à cette idée que voilà, ceux qui avaient cette fonction sociale de réparer les personnes qui étaient dans le besoin, bah, c'était l'Église, et effectivement, l'Église est le plus grand perdant en fait de la Révolution. Et justement, c'est parce que l'Église ne le fait plus, que l'État refuse et que le capital devient de plus en plus un rapport dominant et problématique du point de vue de la santé des gens, que les ouvriers commencent à organiser en mutuelle sur base professionnelle. Et sur la question, du coup, pour revenir à ce que tu disais, Malo, hein, moi je ne suis pas du tout, excuse-moi si je donne l'impression d'être caricatural, bon, des fois je ne peux pas m'en empêcher un peu, mais bon, c'est pour rigoler, hein. Mais je pense que, l'un des enjeux du bouquin n'est pas dit comme ça, et peut-être que c'est une erreur, c'est d'insister sur, dans la dynamique institutionnelle, d'insister sur le fait que la dédémocratisation qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas une erreur historique, c'est pas une aberration. Enfin, l'État, depuis le moment où l'État se sépare de la personne du roi, il y a toujours une volonté de concentration du pouvoir. Et le premier geste de ça, c'est la période 92-93, sous une certaine modalité, mais ensuite, surtout, c'est l'Empire. Hein. Et donc, il y a ce refus de la démocratie, cette volonté de concentrer le pouvoir, et c'est quelque chose qui est constant. Et l'enjeu, c'est pas de dire il faut récupérer le pouvoir parce qu'il faut récupérer le pouvoir. C'est parce que ça a des conséquences dans la vraie vie. Si je reviens sur mon objet, récupérer le pouvoir sur les institutions de la protection sociale, bah, ça permet d'avoir des politiques sociales qui sont de meilleure qualité quand même pour les gens. C'est ça l'enjeu. Moi, mon enjeu, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, enfin, c'est pas du tout mon problème. Je veux dire, Et donc, je pense, hein, il faut, à mon avis, alors dédémocratisation, dans le bouquin, je crois que j'utilise étatisation, réappropriation, hein, tous ces concepts, c'est l'idée de dire que ce qu'on peut observer sur le temps long, ce sont ces phénomènes de concentration du pouvoir qui vont à l'encontre du plus grand nombre. Et que si on veut interroger les trajectoires de la transformation sociale aujourd'hui, bah, il faut se poser la question de savoir comment ça a été fait hier. Parce que comme je le disais, j'étais un croyant d'État social. Moi, j'adulais l'État social 2012, sortir du chaos néolibéral. J'adorais ça. Je me disais, votons pour les bonnes personnes, ça va bien se passer. Et dans le cadre de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors après, moi, je ne suis pas devin. Il est tout à fait possible, je ne peux pas exclure cette hypothèse, qu'un jour, une bonne élection fasse un bon gouvernement qui fasse une bonne politique sociale. Mais tous les éléments que j'ai en ma possession me montrent que ce n'est pas le cas. Et donc, pour être très concret, pour tous les enjeux politiques, économiques, sociaux, environnementaux qui nous attendent, je pense, et j'espère essayer d'avoir montré sans caricaturer, que vaut mieux contester le pouvoir de l'État, contester l'idée qu'on va laisser la santé au ministère de la Santé, qu'on va laisser l'écologie au ministère de l'écologie, hein, qu'on va laisser l'université au ministère de l'université, du supérieur. Ouais.
Bon, voilà. Et donc, c'est vraiment c'est ça le mouvement. Et c'est pour des raisons très concrètes. Pas du tout une bataille de plus radical que moi tu meurs. J'aimerais que l'État social tel que le décrit Christophe soit quelque chose qui puisse advenir de façon pacifique. J'aimerais que ça se passe comme ça. Mais en fait, ce que j'observe, c'est que historiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Merci à tous les deux pour vos présentations, pour ce débat extrêmement stimulant sur un problème vraiment fondamental. Et je voulais aussi vous remercier pour vos deux ouvrages, là, parce que c'est des ouvrages qui animent la controverse, et sans controverse, il n'y a pas d'avancée scientifique. Donc, merci à vous. Merci aux participants de ce séminaire en présence ou en ligne. Et la prochaine séance de notre séminaire aura lieu le 25 novembre. Merci.